Deuxième masterclass du coup de la matinée, James Blateau. Merci à vous d'être présent, anciennement président de la Fédération française de gymnastique et actuel vice-président du CNOSF en charge du service aux membres. Donc on a le plaisir de vous accueillir ce matin sur le même format. Ce sera l'occasion à la fois de revenir sur votre parcours, sur votre vision également du monde sportif, de l'engagement, du bénévolat. Voilà, sur le même modèle, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Vraiment, l'idée c'est que les échanges soient assez réactifs. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc voilà, James, je vous passe la main. Merci à vous. Ça, c'est bon. C'est bon. Donc bonjour à tous et puis merci d'être présents. Effectivement, ça fait partie des programmes qui sont proposés par le service aux membres au titre du CNESF, mais merci aussi pour la séquence qu'on a eue ce matin, à la fois avec l'intervenante et aussi avec les questions qui enrichissent ce que disait l'intervenante. Pour ma part, on m'a demandé de parler de mon expérience. Alors c'est un petit peu compliqué finalement comme exercice, en tout cas pour moi. Donc à la fin du compte, il a bien fallu s'organiser. Et donc j'ai organisé ça moi en 4 temps. Un premier temps sur le parcours, un deuxième temps sur mon expérience de dirigeant national, un troisième temps sur le rapport entre l'expérience bénévole et l'expérience professionnelle, et puis enfin l'émergence de nouveaux dirigeants. Ce sera la dernière partie et plutôt en titre de conclusion. Donc si ça vous convient, on va sur ça. Donc la première partie, c'est sur mon parcours personnel. Alors c'est d'un classicisme, c'est le même que le vôtre finalement. C'est-à-dire comme tout le monde, j'ai fait du sport, donc la gymnastique pour ce qui me concernait. Donc moi j'ai démarré à 5 ans, donc évidemment dans la gymnastique, il y a quelques gymnastes ici, on sait qu'on démarre assez tôt. Donc voilà, j'en ai 69 aujourd'hui, donc ça fait un certain temps où j'ai pu payer ma licence à la fédération et j'en suis très content de ça. Donc dans la gymnastique, on aime faire des efforts physiques, mais on a aussi une compréhension technique. En tout cas, moi, j'ai capté ça comme ça. À partir de 5 ans, voilà, j'ai manipulé ça. J'ai constaté assez rapidement que la gymnastique, c'était un sport individuel, mais un sport individuel qui se faisait avec les autres. Donc, c'est pas un sport d'équipe, on est bien d'accord, mais pour autant, tous ceux qui ont fait de la gym le savent, ça se fait toujours en équipe, ça se fait toujours avec l'autre. On prend exemple sur l'autre, on fait parfois des compétitions en équipe, etc. Donc l'activité elle-même n'est pas en équipe, mais pour autant l'entraînement et tout ça, c'est toujours en équipe. Et puis enfin, c'est un univers singulier qui moi m'a plu dès mes 5 ans. Les espaces, les déplacements qu'on fait aussi, puisque assez rapidement on fait de la compétition, et puis les valeurs qui sont véhiculées au sein de cette activité-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'un classicisme, c'est comme tout le monde ici. Mais la deuxième chose, c'est moi, j'ai assez rapidement, et dans la gym, c'est comme ça, on propose de faire des formations fédérales très très tôt, donc notamment de juges, mais aussi d'animateurs, d'initiateurs et de moniteurs. Et donc, dans les niveaux de juges, c'est aussi juge départemental, juge régional, juge interrégional, national. Donc, très rapidement, on est dans ce système-là. Et donc, c'est pas exploité au sein de la Fédération française de gymnastique, mais néanmoins, le fait de devoir s'engager, enfin de proposer ces engagements-là, c'est aussi, je pense, une mesure éducative assez forte, puisque très rapidement, quand on est juge, à partir de 13 ans, 14 ans, qu'on commence à juger, il faut avoir des références pour pouvoir juger, et deuxièmement, c'est qu'on juge, c'est-à-dire on donne une note à son ami, à son copain, mais on doit être juste. On n'est pas là pour tricher, on n'est pas là pour soutenir notre copain au détriment des autres. On est là pour être le plus juste possible, même si c'est notre ami et tout ça. Et donc, il me semble que c'est très très éducatif. En tout cas, moi j'ai fait ça aussi, comme tous les autres. Et je regarde les gymnastes qui sont ici, ils ont fait ça forcément. En troisième temps, comme les autres aussi, j'ai pris progressivement des responsabilités au sein de la Fédération française de gym, d'abord dans mon propre club, et comme tout le monde ici, puis ensuite entraîneur pour les équipes de jeunes, mais assez rapidement, et souvent parce qu'il y a pénurie, on nous propose de devenir élu technique départemental, puis ensuite, un petit peu plus tard, ça, j'ai été président régional, et puis enfin, j'ai été en même temps, d'ailleurs, que j'étais président régional, et cette fois-là, j'avais changé de région, j'étais en Bretagne, là, pour le dernier temps. Je suis devenu vice-président du Cross de Bretagne et puis vice-président du CNOSF en même temps. Et quand j'étais vice-président du CNOSF, j'étais en même temps président de la fédération. Donc finalement, je considère avoir
œuvrer en club, œuvrer au département, œuvrer en région, et puis au niveau national. Dans tout ça, donc, mais encore une fois, presque tout le monde a fait ce même parcours. Moi, j'ai essayé simplement à chaque fois de ne pas cumuler. C'est-à-dire, quand j'étais en club, j'étais pas en département. Quand j'étais en département, j'étais pas en région. Quand j'étais en région, j'étais pas au niveau fédéral. Des fois, ça chevauche un peu, mais j'ai évité de cumuler. C'est souvent un reproche que les jeunes font aux vieux, en disant oui, c'est que les cumulards, ils prennent toutes les places, etc. Donc, puisque vous êtes jeune, faites attention à ne pas reproduire les erreurs des anciens. Évidemment, parallèlement à tout ce système qui est à l'intérieur de la gym, ou à l'intérieur du sport. Bon, j'ai fait comme tout le monde une formation scolaire avec le bac, des études en psychologie. Décidément, ce matin, c'est un peu la mode. Mais j'ai passé aussi on appelait ça comme ça à l'époque, le BE1, brevet d'état d'éducateur sportif 1 et brevet d'état d'éducateur 2, et notamment à l'INSEP, et donc sur une formation continue, puisqu'à l'époque, on pouvait faire ces formations-là en candidat libre, c'est-à-dire les gens se formaient comme ils voulaient, et puis ils passaient l'examen, et puis ils étaient reçus ou pas reçus, et puis voilà. Moi, j'ai eu la chance de faire non pas comme en candidat libre, mais avec une formation très organisée qui était à l'INSEP. C'est une chance. Moi, ça a changé ma vie, et je le dis simplement, mais ça a changé ma vie. Et puis, donc ensuite, je vous en reparlerai tout à l'heure dans l'exercice professionnel, je suis devenu cadre technique, mais à un moment de ma carrière de cadre technique, j'ai refait des études de droit et d'économie du sport à l'université de Limoges, et ça, c'est une deuxième fois, ça a changé ma vie, puisque ça m'a donné des points d'appui à la fois juridiques et économiques sur une expérience qui était plutôt et en psychologie et en technique. Voilà, donc ça a complété le profil. Sur les aspects plus professionnels, si je remonte dans le temps, c'est un drôle d'exercice que vous me faites faire. Hein. J'ai été éducateur sportif départemental pendant 1 an. J'étais ensuite cadre technique d'État, donc fonctionnaire d'État, pendant 12 ans, et ce en région Centre-Val de Loire. J'ai changé de région, je suis allé en Bretagne et j'ai été directeur territorial. Cette fois-là, je suis passé en collectivité territoriale en Ille-et-Vilaine. Donc j'étais directeur des sports. Et puis ensuite, et ça rebondira sur un sujet qui a été abordé tout à l'heure, ensuite, après ce temps-là, où je suis resté, je ne sais plus combien de temps, mais une bonne vingtaine d'années, je suis devenu président de la Fédération française de gym, et je dis tout de suite, en étant rémunéré, et donc et bien rémunéré. Donc, et je suis resté 12 ans. Donc là, en novembre dernier, j'ai arrêté, après ces 12 ans, et puis j'arrêterai au CNESF, puisque j'ai été élu sur la même période, j'arrêterai en juin prochain, dans quelques semaines. Donc voilà, pour moi, de tout ça, ce qu'il faut garder, c'est que évidemment qu'on apprend par les études, mais évidemment qu'on apprend par le terrain aussi. Et faire que l'un ou faire que l'autre, moi, me semble pas très bien. À un moment, si on rentre par l'approche terrain, à un moment, on éprouve le besoin de réorganiser un petit peu tout ça, réorganiser sur les plans techniques, réorganiser sur les plans peut-être juridiques, peut-être économiques, peut-être d'autres aspects. Et donc, moi, ça me semble très, très important. Si on ne rentre que par les études, eh bien, on comprend tout le système, mais comment on agit, comment on fait vraiment, eh bien là, c'est un peu compliqué. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il faut croiser ce qu'on apprend d'une façon classique, d'une façon universitaire, et puis ce qu'on fait sur le terrain. Mais l'engagement, et ce que vous faites aussi, de mon point de vue, l'engagement, c'est pas seulement apprendre des choses ou savoir des choses, c'est aussi prendre confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on porte et là où on veut aller. Et la prise de confiance, pour moi, c'est l'élément essentiel. Le reste, on peut toujours l'apprendre. Mais si on n'a pas confiance, si on n'a pas suffisamment de points d'appui, ça c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, dans les points d'appui, il y a le fait qu'on soit toujours à la recherche d'une autonomie plus grande. Si on doit être sous la tutelle de l'un, de l'autre, un coup des parents, un coup du professeur, un coup de je ne sais qui encore, du président de je ne sais quoi, moi, ça me semble pas bon comme démarche. Certes, c'est un passage, mais à un moment, il faut pouvoir
décider soi-même et embarquer les autres avec soi. Évidemment, tout ça, ça n'empêche pas la bienveillance, tout ça, ça n'empêche pas la prise de responsabilité, tout ça, ça n'empêche pas l'équité. Et moi, pour moi, ce sont des éléments qui sont essentiels pour avancer. Mais ce que j'ai cru constater au travers de tout ça, c'est il y a des choses qu'on n'apprend pas aussi, et je le regrette. Et on voit des hauts fonctionnaires qui sont dans ce cas-là, voire même dans d'autres fonctions des fédérations. C'est qu'en fait, on n'apprend pas à manager. Et manager, alors tout le monde dit maintenant, tout le monde est manager de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement manager? Et avec quel outil, avec quel but, avec quels moyens on fait tout ça? Et moi, ce que je crois, en tout cas, j'ai constaté, et encore une fois, mon métier initial, c'était cadre technique d'État. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cadres techniques d'État. Mais de mon point de vue, s'ils sont parfois au point sur les aspects techniques, s'ils sont parfois au point sur les aspects des politiques d'État, de mon point de vue, ils ne sont pas du tout au point sur les aspects de management, c'est-à-dire comment on travaille avec les autres, comment on organise les points de contrôle, comment on organise les points de travail, et ça s'apprend aussi. C'est aussi un métier de manager correctement, sachant que être manager pour être manager, ça sert à rien. On est manager pour quelque chose. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, voilà. En tout cas, mon parcours se résume à ça, c'est-à-dire beaucoup de vie au sein de la gymnastique ou au sein du sport, et puis avec différentes expériences professionnelles sur lesquelles je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je vous laisse respirer un peu. S'il y a des questions déjà à ce stade, j'essaie d'y répondre. Oui. Du coup, j'ai une question par rapport à la rémunération des dirigeants. Du coup, ce qui est fédération ou association ou club, donc là je parle club amateur, c'est des associations de loi 1901. Et du coup, normalement, le président, selon la loi, etc., président ou membre du comité exécutif ne peuvent pas être rémunérés. Donc, en fait, comment vous faites pour pouvoir être rémunéré, sous quelle loi ou voilà, comment vous faites? Parce que au niveau national, ça semble logique, mais c'est vrai que par exemple, vous parliez des crosses, etc. Les dirigeants aussi, certains sont rémunérés, d'autres non. Il y a un déséquilibre. Comment vous allez à travers la loi? Comment vous trouvez les financements, etc. pour pouvoir être rémunéré en tant que dirigeant? En fait, c'est le point d'après. Hein. C'est le point d'après, c'est sur non, le point d'après, c'est sur le quotidien, et puis ensuite, c'est sur la rémunération. Mais je peux répondre déjà à ça. Mais il faut avoir les points d'appui, effectivement. D'abord, je vais commencer par les crosses. Et sous contrôle des gens qui s'occupent des territoires ici au CNESF. Les présidents de cross ne sont pas rémunérés en tant que tels. Ils pourraient l'être, mais ils ne sont pas. Mais par contre, ils font tous partie du Conseil économique et social régional, qui est une fonction rémunérée. Donc, alors, est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et tout ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Aujourd'hui, si un président de cross vous dit « je ne suis pas rémunéré », hormis s'il ne siège pas au Conseil économique et social régional, il est rémunéré. Alors, je ne sais pas de quel ordre est la rémunération, mais je pense aux alentours de 1 500 € ou quelque chose comme ça. Donc, c'est de l'argent complémentaire à ce qu'il fait déjà. Soit ils sont retraités, pour beaucoup d'entre eux, soit ils ont un boulot et puis ils font ça en plus. Sans compter que dans le système du Conseil économique et social, il y a aussi un système de jetons de présence, à chaque présence en réunion, vous touchez des indemnités, etc. Donc, ceux qui font rien sont peu payés, mais ceux qui font beaucoup sont beaucoup payés. Peut-être t'évoquer notamment les éléments légaux. Alors on va pas faire un cours de droit maintenant, c'est des choses qu'on pourra creuser dans l'année et je pourrais te renvoyer des ressources là-dessus. Une association, à partir d'un certain niveau de ressources, est en capacité de rémunérer des membres de son conseil d'administration. Au CNESF, par exemple, au regard des ressources qu'on a, c'est 3 personnes qui peuvent être rémunérées au sein du conseil d'administration. Le plus souvent, ce sera président, secrétaire général, trésorier. Ça peut être des articulations différentes, ça a déjà été fait de façon différente au CNESF. En fait, ça dépend du niveau de ressources de l'association. Ça peut aller de 1, 2 ou 3 membres du conseil d'administration qui sont rémunérés. C'est pas du salariat en tant que tel, c'est des formats un peu différents. Et il y a un plafond légal qui est calculé, qui en gros tourne autour de 9 500 € au maximum. En fait, il faut revenir à la loi 1901, qui est une loi pour les associations à but non lucratif. Donc, le législateur considère que si
toutes les personnes de l'association, enfin tous les responsables, tous les dirigeants sont rémunérés, ils considèrent à ce moment-là que ça passe, ça change de champ, ça n'est plus à but non lucratif, mais ça devient un but lucratif comme une entreprise. Donc c'est pourquoi il y a une limite sur le nombre de dirigeants qui peuvent être rémunérés. Mais moi je vous dis ça tout de suite, au sein de la Fédération française de gym, et c'est pas d'aujourd'hui. Moi j'ai toujours été rémunéré, donc sur les 12 ans que j'ai fait, j'ai été rémunéré dès le premier jour. Mais auparavant, je crois au moins 2 mandats auparavant, c'était déjà, le président précédent était rémunéré aussi. C'est-à-dire que ça fait 12, 16, 20 ans, plus de 20 ans qu'il y a rémunération. Donc, alors, il y a relativement peu de fédérations qui sont dans ce cas-là. Et on peut rémunérer, c'est ce qu'il disait à l'instant, jusqu'à 3 personnes. Donc, on peut rémunérer des temps pleins, on peut rémunérer des temps partiels. On peut aussi, il y a un plafond. Il y a un plafond à cette rémunération. Donc, il y a des gens dans les différents présidents de fédération, il y en a certains qui vont toucher je sais pas, 1 000 euros peut-être par mois, et d'autres vont toucher le plafond, ça doit être à 10 ou 11 000, je crois. Pardon? Il me semble que c'est un tout petit peu en dessous de 10 000. Mais après, avec les augmentations du SMIC et tout, ça a pu bouger, mais je crois que c'est un peu. Alors, donc, on reviendra là-dessus. Je vous mets dans si vous êtes toujours connecté sur Klaxoon, je vais vous mettre dans le fil un lien vers l'article de service public qui explique tout ça. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, vous pourrez le faire. Peut-être tout à l'heure, on a parlé des ligues avec notre marraine. On a parlé des ligues. Les ligues, bon, dans le hand, la ligue est intégrée à la fédération, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais majoritairement, et c'est le cas du foot par exemple, la ligue n'est pas la fédération. Ça veut dire que le plafond qui est organisé par le législateur et qui concerne les présidents ne concerne pas les présidents de ligue. C'est comme ça que vous avez lu dans la presse que M. Labrune, là, qui est le président de la ligue de foot, lui, son salaire, c'était 70 000 euros, je crois, et donc il y avait quand même, ça râlait un peu. Et il va sans doute trouver que c'est un peu faible par rapport à Mbappé. Mais bon. Chacun a les repères qu'il veut. Alors, peut-être j'enchaîne, et puis on reviendra un petit peu sur ce sujet tout à l'heure, j'enchaîne sur le quotidien du dirigeant national. On me demandait ça. Je vous rappelle simplement auparavant ce qu'est la Fédération française de gym, se rappeler qu'elle a 152 ans, que c'est la première fédération sportive qui a été créée dans notre pays, qu'elle a une histoire particulière, puisque son histoire, c'est une histoire à la fois militaire, d'origine au moins, et puis ouvrière. Et ça, c'est très, très important, puisque aujourd'hui, ça subsiste encore, finalement, même si les conditions ont changé. Donc, il s'agissait à l'époque, quand ça a été créé, il s'agissait d'avoir des Français bien formés, bien musclés pour aller à la guerre. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est ensuite cette première position s'est renforcée avec les immigrations qui sont venues de l'Est, notamment de Pologne, etc., pour renforcer les mines dans le nord ou dans l'Est de la France. Et c'est comme ça que le milieu ouvrier s'est développé avec la gym, ou la gym s'est développée avec le milieu ouvrier. En tout cas, ça fait partie de l'histoire de la gym. On pourrait peut-être dire exactement le contraire avec, j'espère qu'il n'y a personne du tennis ou de quelqu'un comme ça, où généralement ça vient plutôt d'un milieu plus élevé, etc. Donc, en tout cas, ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, la Fédération française de gymnastique, donc tout le monde dit ça, enfin c'est dans le langage courant, mais on ne sait plus de quoi on parle vraiment, puisque la gymnastique, vous savez, il y a des disciplines qui sont olympiques et des disciplines qui ne sont pas olympiques. Dans les disciplines olympiques, il y a gym garçon, les barres parallèles et tout ça, ça vous dit quelque chose. Puis ensuite, les disciplines filles, avec les barres asymétriques, la poutre et tout ça, ça vous dit encore quelque chose. Puis ensuite, il y a le trampoline. Ça vous dit toujours, décathlon, les trampots dans les jardins. Bon, mais ça se fait en compétition. Puis ensuite, il y a la gymnastique rythmique avec les cerceaux, les rubans et tout ça. Ça vous dit toujours ça. Bon, très bien. Ça, c'est 4 disciplines. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et derrière, il y a la gymnastique acrobatique. Ça vous dit, quand les uns portent les autres, font des figures. Bon, voilà, ça vous dit encore. L'aérobic sportive. Ça dit encore, bon, ça se fait en duo et en groupe. Puis ensuite la team gym, c'est-à-dire c'est une pratique de la gymnastique mais en collectif. Puis ensuite le parcours,
Ça vous dit, c'est plus actuel. Donc, c'est la dernière discipline qui a intégré la Fédération française de gym. Et puis, il y a tout un versant avec les aspects de santé et d'éducation, avec la Baby Gym, qui fournit, bien sûr, qui prend les gens très jeunes, hein, 1 an et demi, pour pouvoir faire de l'éducation gymnique, mais qui, en même temps, fournit tous les autres sports, puisque les gens, tous ceux qui font de la Baby Gym ne restent pas à la gym, évidemment qu'ils vont sur d'autres sports ensuite. Et puis, il y a aussi tout un secteur de gym santé. Ce que je veux vous dire simplement avec ça, c'est que la gymnastique ouvrière dont je parlais tout à l'heure et historique, aujourd'hui, elle est très, très différente de ça. Elle est très multiple et très différente. Au passage, ça fait 350 000 licenciés, 1400 clubs et puis à peu près 3000 professionnels. Ça veut dire que tous les clubs ont au moins en moyenne 1 ou 2 professionnels. Et donc, c'est pas le cas de tous les sports. On parlait du tennis de table tout à l'heure. Nos amis du tennis de table ont beaucoup plus de clubs que nous, mais par contre, ils sont pas du tout professionnalisés. Un club en tennis de table, il y en a peut-être des gens. Oui, il y avait quelqu'un du tennis de table. Il y a des petites structures généralement. Nous, si je prends le plus gros club en gym, il dépasse les 2000 adhérents. Donc, c'est pas, on compare pas toujours les mêmes choses. Bon, grosso modo, le budget, c'est 20 millions. Ça vous intéresse peu, mais je vous le dis quand même. Et puis ensuite, il y a 70 salariés fédéraux, 100 cadres techniques, qui soient d'État ou de la fédération, et puis une centaine d'employés des structures déconcentrées. Donc, c'est une structuration qui est très professionnalisée, même s'il n'y a pas, contrairement au handball, s'il n'y a pas de système de compétition professionnelle. Vous voyez la différence d'organisation. Nous, on est très professionnalisé dans l'encadrement, dans les clubs, mais pas professionnalisé dans la pratique sportive elle-même. Donc, c'est une nuance. Juste vite fait, pendant que vous êtes sur le sujet, les sportifs qui sont rémunérés par leur club, ou quand vous dites les sportifs professionnels, c'est des sportifs rémunérés par des clubs? Le système général, c'est que les sportifs ne sont pas rémunérés. Le système général. Voilà. Donc, c'est la différence avec les ligues dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être avec le ski, si c'est votre référence. Nous, les gens ne sont pas rémunérés. Les éducateurs le sont, leurs entraîneurs le sont, mais pas voilà. Donc c'est une autre façon d'être rémunéré. Après, dans les meilleurs niveaux, c'est-à-dire notamment nous ce qu'on appelle le top 12, que ce soit en garçon ou en fille, une majorité de gens perçoivent de l'argent, avec des sommes modestes, mais perçoivent de l'argent. Est-ce que j'ai répondu? Ce que moi je voulais dire avec le quotidien pour essayer de répondre au quotidien du dirigeant national, c'est une fois qu'on a dit que la fédération était ça, eh bien, moi je considère que le rôle de président de la fédération, c'est un rôle d'élu politique. Alors, moi j'ai un background plutôt technique, et puis pour aboutir à être président, mais évidemment qu'à un moment il faut être élu. Quand on veut exercer la fonction de président. Alors pour être élu, eh bien, et si on veut pas être ou démago ou populiste, tout ça, il faut construire un petit peu ce qu'on a proposé. Donc il y a nécessité de réfléchir, de rédiger un programme d'engagement. Donc vous êtes sur la réflexion d'engagement, et donc oui, il faut dire, je constate qu'il y a cette situation. Voilà, avec telle et telle évolution, ça serait meilleur pour notre fédération. Voilà ce que je vous propose. Ça, c'est un élément. Mais ça suffit pas, loin de là, parce que des gens qui font des beaux programmes pour des fédérations, pour des clubs et tout ça, mais il y en a des milliers. Simplement, en plus de proposer des choses, c'est-à-dire de faire une analyse et de proposer des choses, moi, il me semble nécessaire de motiver les autres et de collaborer avec les autres pour aboutir à avoir des ambitions collectives. Et alors ça, c'est mon credo. Moi, je pense que les ambitions individuelles, ça vaut rien du tout. Ce qui vaut, c'est les ambitions collectives. Donc, est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? Est-ce qu'on est capable de porter un projet ensemble? Est-ce qu'on est capable de convaincre les autres de travailler ensemble, d'avancer ensemble? Alors, si on part des ambitions collectives, évidemment qu'il y en a un qui veut être président, puis l'autre, il veut être président aussi. Et puis donc, ils vont se massacrer entre eux, et puis il n'y aura pas de projet du tout. Donc, si on veut aboutir à un projet positif, eh bien, ça doit être collectif. Ça veut dire que discuter comme vous voulez, mais il faut discuter pour qu'à la fin, eh bien, ce soit l'ambition collective qui l'emporte et non pas l'ambition individuelle. Mais dans l'actualité d'aujourd'hui, vous avez peut-être des illustrations de ça.
Vous regarderez la presse en sortant. Donc, premier élément, c'est un élément, de mon point de vue, c'est un rôle d'élu politique. La deuxième chose, c'est que et le rôle politique, c'était en interne ce que je décrivais. Mais ce qu'il me semble aussi, c'est que la fonction de président de fédération, c'est aussi un rôle d'élu politique en externe. Dit autrement, il faut évidemment être en contact avec le CNESF, il faut être en contact avec l'État, il faut être en contact avec les territoires, les collectivités. Et donc, je reviens un petit peu sur mon parcours, et moi, ça m'a servi beaucoup. Le fait, à un moment, d'avoir travaillé pour l'État, et à un autre moment, d'avoir travaillé pour les collectivités, eh bien oui, on comprend le monde un peu différemment quand on a fait les deux choses. Quand on les a pas faites, je vois ça tous les jours, on a des gens de l'État qui nous disent, bah voilà, c'est comme ça, les règles sont comme ça, et il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, c'est ça. Mais moi, je vous assure que si vous allez travailler dans une collectivité, la collectivité va vous dire à peu près le contraire de ce que vous entendez par les services de l'État. Et donc, alors vous êtes bien trop jeune, mais ce qui a fait la bascule dans notre pays, c'est les lois de décentralisation de 82-83. Mais tout le monde oublie ça. Et en France, malgré la loi, on voit bien que ça n'est pas intégré, ou mal intégré en tout cas. Des fois, ça nous arrange de dire, oh, bah, il y a des conseils régionaux, il y a des conseils départementaux, etc. Mais la majeure partie du temps, quand vous retournez au ministère, il y a toujours un gars du ministère qui vous dit, voilà la ligne, nous, c'est le ministre qui a décidé, ou c'est la direction des sports, ou c'est ceci, cela, exécuté. Mais nous, on n'est pas là, nous, on est libre, comme on disait tout à l'heure, la loi de 1901, c'est une loi de liberté, c'est une loi qui a été faite pour la liberté, c'est une loi qui a été faite pour être créatif, c'est pas une loi qui a été faite pour qu'on subisse les injonctions des uns et des autres. Donc, gardez ça en mémoire ou travaillez ça si je peux vous tendre la perche là-dessus. Regardez bien ce que ça veut dire, la loi de 1901. C'est une vieille loi, mais elle est fondamentale. Et comme on oublie ce qui est autour de ça, eh bien, il y a des mauvaises interprétations. Mais ce que moi je voulais dire pour revenir sur mon truc, c'est qu'il y a un rôle d'élu politique en interne au sein de la fédération. Il y a un autre rôle politique, c'est en externe avec les différentes instances. Et en France, les autres instances, comme les territoires, sont essentielles pour le sport. Tout à l'heure, et je n'ai pas voulu intervenir, quand on parlait, quand on disait post-JO olympique, est-ce qu'il y a eu une évolution? Je crois que c'est vous qui posiez cette question-là. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le hand? Je crois que vous posiez, mais peut-être vous posiez la même question pour le basket. Mais en fait, on peut se poser cette question-ci, mais en fait, on ne peut pas y répondre. C'est-à-dire, si on ne peut pas dire que le seul fait qu'il y ait les Jeux Olympiques a un effet. C'est les Jeux Olympiques qui médiatisent quelque chose à un moment donné, mais en même temps, il faut avoir les entraîneurs correspondants, les équipements correspondants, la non-concurrence correspondante. Si vous avez déjà un club de basket, ça m'étonnerait que demain, le club de volley vienne s'implanter au pied du club de basket. Il y a des concurrences locales qui s'établissent. Et donc, ce que moi j'appelle, c'est non pas à complexifier les problèmes à l'infini, mais il faut garder qu'il n'y a jamais qu'un élément qui intervient. Les Jeux Olympiques, c'est un élément, et ça a été un élément fort pour notre pays, mais au-delà de cet élément-là, il y a beaucoup d'autres choses, et s'il n'y a pas d'équipement dans quelque chose comme la gym, si vous n'avez pas l'équipement, l'activité, elle est finie, dès le point de départ. Et dans les sports co, c'est la concurrence entre les uns et les autres, et puis aussi, il y a peut-être le sujet global, c'est-à-dire la population française, c'est 65-67 millions d'habitants. Eh bien, s'il n'y a pas d'enfants, eh bien, on ne va pas faire de sport, hein. On ne va pas faire plus de sport que ce qu'on faisait avant. Mais c'était juste une parenthèse. Oui. Pour revenir là-dessus, il y a une étude du CDES de Limoges qui a été faite récemment sur l'impact des Jeux Olympiques dans une région du Sud, je suis désolée, je ne sais plus laquelle, qui disait qu'en fait, il y avait un enfant sur 5 qui, à la rentrée de septembre, n'avait pas eu accès à une pratique sportive parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc en fait, il y avait une envie des parents, des enfants, voilà, de s'intégrer dans un club de sport et tout, mais il n'y avait pas les moyens sur place donnés suffisamment pour qu'ils puissent accueillir les jeunes, quoi. Moi, je ne veux pas faire de polémique là-dessus, hein, mais enfin, je défends ce que j'ai à défendre. Et ce que j'ai à défendre, c'est de dire simplement que pour développer, il y a plusieurs facteurs. Voilà, c'est tout. Donc, si on n'en prend qu'un seul, on peut toujours discuter. Hein, voilà, les JO, c'est favorable. Ah oui, ça ne peut pas être défavorable. Mais en même temps, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent être des freins ou des accélérateurs. Voilà, quand la ministre nous a réunis à 3 mois des Jeux Olympiques
en disant on a fait beaucoup d'efforts sur les équipements, alors après les Jeux Olympiques, il faut être prêt pour accueillir tout le monde. On lui a dit, c'est un petit peu tard quand même. Deux, on a pris, nous, dans les fédérations, on a déjà pris des mesures pour former les gens, pour accueillir, tout ça. Par contre, il y a des mesures qu'on n'a pas prises aussi. Moi, les gymnases, je prends l'exemple que de la gym, mais les gymnases qui valent aujourd'hui, quand on veut faire toutes les disciplines, 30 millions, on n'est pas capable, nous, fédération, on n'est pas capable de. Je vous ai dit, il y a un budget de 20 millions à la fédération, on n'est pas capable de payer ça. Donc il faut qu'on fasse des accords avec les collectivités. Peut-être si vous suivez ça, vous savez bien que les collectivités aujourd'hui sont en difficulté financière. Donc personne n'a investi sur ces sujets-là. Donc on dit il faut accueillir des enfants. Oui, accueillons des enfants, mais on les accueille comment ? Donc, je ne veux pas être négatif, parce qu'on trouve des solutions, malgré tout, je vous ai vu, j'arrive. On trouve des petites solutions, mais des solutions fortes et massives, il faut rester modeste, je crois. Pour rebondir sur ce que Marie-Lou a avancé, nous, à la FFSU, à la rentrée de septembre, après les JO, on a eu un pic énorme d'inscriptions dans les cours de sport et les AS et tout ça. Mais en fait, nos infrastructures sont tellement saturées qu'on n'a pas pu absorber cette augmentation. Et au final, en tout cas sur le site de Lyon, quand on regarde notre nombre de licenciés entre cette année et l'année dernière, il n'y a aucun impact parce qu'on était déjà au max des jauges. Et du coup, on a laissé bon nombre d'étudiants un peu sur le carreau parce qu'on ne pouvait pas les accueillir dans des conditions décentes. Que ça se retrouve un peu sur tous les niveaux, cet effet que les JO, ils ont eu un bon effet de motivation, mais on n'a pas été capable d'absorber l'augmentation. L'année 2024, sur 2023 et 2024, pour la gym, j'ai été dans tous les territoires de métropole et d'outre-mer où il y a de la gym. Dans tous les endroits, on m'a fait constater que les clubs existaient, étaient déjà saturés. Comme je vous disais, on a des structures avec vraiment beaucoup de monde déjà. Et on m'a dit, voilà, la liste d'attente, c'est à peu près 80 personnes en moyenne sur les différents clubs. De tout. Donc, quand vous rajoutez les Jeux Olympiques là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut tout faire, sauf pousser les murs. Nous, on n'en a pas les moyens. Alors, ça, notre pays doit s'interroger là-dessus. Effectivement, tout à l'heure, on faisait référence aux États-Unis, etc. Oui, aux États-Unis, il y a des investisseurs. Oui, il y a des sportifs qui investissent. Nous, en France, il n'y a pas d'investisseurs sur le sport et il n'y a pas de sportifs qui investissent sur le sport. C'est un fait. C'est un fait économique. Voilà. Donc là, c'est devant nous ce qui est à faire. Mais en tout cas, là, sur l'impact des Jeux Olympiques, il faut rester modeste quand même. Effectivement, ce qui était à craindre, c'était qu'il y ait beaucoup de gens qui se présentent et qu'il y ait beaucoup de gens qui repartent vite. Et donc, alors selon les sports, on pouvait accueillir plus ou moins bien. Et bien ceux qui ont pu accueillir accueillent, et puis c'est très bien. Mais les autres, ils vont rester globalement dans le même nombre, quoi. Je me permets d'avancer un petit peu. Dans le rôle politique externe, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a aussi des relations, quand on est à la présidence d'une fédération, qu'il y a beaucoup de relations avec les instances internationales. Donc avec l'Union européenne de votre sport, pour moi la gymnastique, la Fédération internationale de gymnastique, comme il y a des fédérations internationales dans tous les sports, mais aussi différentes commissions de ces structures-là. Et donc là, c'est à mon sens, hormis le CNO, il n'y a pas de formation sur ces sujets-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que les uns et les autres on connaît a priori de la géopolitique, qu'est-ce qu'on connaît de comment fonctionnent les structures, qu'est-ce qu'on connaît de l'espionnage. Vous allez vous dire, mais il débloque, là, pourquoi il vient nous parler d'espionnage? Et oui, mais quand on rentre sur les aspects internationaux, on se retrouve face aux pays. On a aujourd'hui dans l'actualité la Russie, les Ukrainiens, les Arméniens, etc. Et donc, on a les mêmes problèmes. Donc, sauf que vous arrivez par le tennis ou par la gym ou par autre chose. Si vous ne faites pas les efforts d'être armé pour ça, là, vous allez vous retrouver vite en difficulté. Je ne parle même pas de la langue, puisque la langue internationale, c'est assurément l'anglais.
au moins l'anglais. Et donc, bon, la France n'est pas dans les meilleurs pays pour ça, mais donc on perd un peu cet atout-là par rapport aux autres, mais aussi il faut imaginer tous les autres éléments de ces relations internationales. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis ou si ça vous étonne ou si réagissez. Juste en rebond pour info, donc le CNESF porte le parcours en mission internationale, qui est un programme d'accompagnement formation un peu sur le modèle de dirigeant de demain. On vous en reparlera de toute façon en fin de parcours. Mais voilà, on a un programme qui chaque année forme 20-25 élus ou salariés de fédération à justement prendre des postes au sein des instances internationales, avec à la fois des séminaires avec des experts sur le management interculturel, sur les sujets de diplomatie, effectivement les enjeux de sécurité ou autres, mais également tout ce qui est cours d'anglais, cours d'espagnol ou autre pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, on essaye, nous, le CNESF, d'accompagner les parcours, on va dire du bas vers le haut, et d'avoir une continuité dans le programme, et le parcours en mission internationale participe à cela. Vas-y, Mario. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Suite à la guerre, Première, Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé le soft power au niveau du sport, notamment avec, par exemple, le tennis de table, etc. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que dirigeant de fédération et vice-président du CNOSF, c'est dans votre quotidien, cette diplomatie, cette géopolitique du soft power? Est-ce que vous le sentez encore? Est-ce que même vous l'avez senti encore plus suite aux dernières guerres qui se sont déclarées, etc.? Alors, je pense que ceux qui parlent le mieux du soft power, ce sont les Français. Ceux qui le font le mieux sont tous les autres. Voilà ma conviction. Je peux vous rapporter les échanges que j'ai eus avec. Vous savez qu'en France, il y a un ambassadeur du sport. Il y avait une ambassadrice auparavant. Et ce que je vous rapporte là, c'est un échange avec l'ambassadrice qui a fait la même formation que moi à l'international. Et puis, on n'a pas des liens d'amitié, mais on se connaît très bien. Et quand elle est devenue ambassadrice du sport, j'ai dit, écoute, il faudrait nous soutenir un peu, parce que là, c'est pas facile quand on va à l'international. Et donc, évidemment que je parlais d'argent. Elle me dit, ah non, mais nous, on n'a pas d'argent. Il faut porter des valeurs. Ok, ben, va en Afrique, porter des valeurs. Et tu vas voir la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc évidemment qu'on parle de colonisation tous les jours, et c'est pas une période brillante de notre histoire. Néanmoins, aujourd'hui, la colonisation a disparu, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, il y a les Chinois, les Russes et les Turcs. C'est ça la réalité. Mais nous, on comprend rien. En France, là, on parle de tout ça, on dit on va faire du soft power et tout ça, mais on comprend rien du tout. Moi, je vous dis. Donc heureusement qu'il y a la formation ici, qui tend la perche aux uns et aux autres. Mais je vous donne un autre exemple. Il y a eu des événements en Martinique il y a peu de temps. Il y a eu d'autres événements en Nouvelle-Calédonie il y a peu de temps aussi. Ça, c'est une chose. Qui sont les gens derrière ces événements? Alors évidemment qu'il y a les locaux. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi nos amis chinois et nos amis d'Azerbaïdjan. On sait ça. Alors on sait si on s'intéresse au sujet. Mais dans la gym, nous, on a des contacts, pas quotidiens, mais vraiment beaucoup de contacts avec les Chinois, beaucoup de contacts avec l'Azerbaïdjan. Mais quand vous parlez à nos amis de ces pays-là, si vous ne savez pas qu'il y a ce background, ils vont vous plumer facilement. Donc il faut avoir conscience de ça. Alors je veux pas exagérer, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que être dirigeant national, c'est avoir ses relations à l'international, et il faut quand même, faut se préparer à ça. Et c'est pas si simple. Peut-être pour la dernière partie du management à l'externe, il y a aussi avec les partenaires économiques. Évidemment que si vous rencontrez, ce qu'on disait tout à l'heure pour la Ligue nationale, si vous rencontrez des partenaires, il faut parler d'économie. Et donc si vous n'avez pas d'informations sur l'économie, évidemment que c'est un petit peu compliqué quand vous parlez vraiment business avec ça. Donc voilà. Donc, au-delà de ça, donc au-delà de ces deux premiers points, le rôle de manager, moi, me semble vraiment essentiel. De manager, comme on disait tout à l'heure, avec les aspects de management, mais
de management au sens où tout le monde l'emploie, c'est-à-dire oui, bah, je m'organise, je fais ma petite tambouille et donc voilà, c'est ça le management que je vous propose. Ben non, il y a une organisation qui va avec le management, il y a des outils qui vont avec le management et je pense que c'est très très important de les identifier et de les utiliser. Et là, je voulais dire, et je te donne la parole juste après, c'est à la fois là aussi, on revient avec les élus de la fédération pour les bureaux exécutifs, mais aussi pour l'Assemblée générale, mais aussi pour les conseils d'administration. C'est aussi avec les professionnels de la fédération, qui soient des professionnels de l'administration, mais aussi avec les techniciens, genre les DTN, qui sont de statut fonctionnaire d'État, ou bien de d'autres qui sont parfois de statut fédéral. Et donc, voilà, ça c'est le troisième rôle sur le management, oui. En fait, j'avais une petite question justement sur le sujet du management, comme on en a parlé pas mal depuis ce matin, et la plupart des dirigeants sont des bénévoles qui n'ont pas forcément justement cette expérience de manager, mais qui vont être amenés à gérer, à manager des bénévoles, potentiellement des salariés. Et en fait, comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme outil aussi pour équiper ces bénévoles, parce que je pense que beaucoup de fédérations et même ensuite de comités, de ligues, etc. souffrent du fait que ces bénévoles n'ont pas forcément les outils ou la formation ou le profil, et ensuite derrière se retrouvent propulsés en fait dans une position où ils vont manager des entraîneurs, des bénévoles, des volontaires, etc. Alors, j'ai pas tout à fait le même point de départ. À l'instant, vous disiez les bénévoles ne sont pas forcément des managers. Mais ça, c'est pas sûr. Peut-être que le bénévole dont on parle, il est peut-être dirigeant d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise et il a devant lui 20 personnes qui managent tous les jours. Et il a peut-être, dans le cadre de son entreprise, il a peut-être identifié des outils, etc., qu'il peut utiliser. Et donc, du coup, là, c'est la fédération ou l'association qui bénéficiera de ce qu'il a appris par ailleurs. Et c'est tout le sens du bénévolat, d'une certaine façon. Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand on a des ambitions professionnelles, il faut que ces outils-là, alors soit par soi-même, soit par les autres, soient identifiés, qu'il y ait des outils. Parce que le management, qui est la bonne traduction anglaise en disant on se débrouille de la situation, moi je crois qu'aujourd'hui ça va pas, ça suffit pas. Et donc on voit bien que quand on dit sur nos amis cadres techniques d'État, et comme je disais tout à l'heure, j'ai été cadre technique d'État, donc je sais un peu de quoi je parle quand même, eh bien le management ne fait pas partie de la formation vraiment. Et donc par voie de conséquence, on dit faudrait que tu fasses ça, ok. Mais si demain tu me dis rien, je fais rien alors. Donc non, il faut des outils, il faut apprendre à utiliser ces outils, il faut savoir où on va, comme dans toutes les boîtes, d'une certaine façon. Sauf que là, on parle à des fonctionnaires d'État pour une partie et des fonctionnaires d'État ou de collectivité, et puis tout ça. Et donc aujourd'hui, moi, ça me semble ne pas correspondre à la situation. Donc cette part de management-là, de management organisé, me semble très très importante. Mais nos amis de l'État ne sont pas très pointu sur le sujet. C'est mon point de vue. Et puis enfin, le dernier rôle peut-être du président de fédération, c'est le rôle de communicant, mais pas forcément de communicant au sens de faire la communication, mais communicant au sens de organiser la communication pour qu'elle se fasse, que ce soit en interne ou en externe. Et puis au total, et je vous laisserai poser les questions que vous voudrez pour respirer un petit peu, mais au total, moi, il me semble que sur le quotidien du dirigeant national, c'est un changement de sujet toutes les 30 minutes qu'il faut organiser. Donc, vous avez 30 minutes pour prendre de l'information et 30 minutes pour vous faire une idée de ce qu'on vous présente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant que les 30 minutes ne terminent, vous allez avoir un autre coup de fil ou une autre réunion qui va vous apporter à nouveau de quelque chose. Et donc, moi j'ai fait ça pendant 12 ans, donc ça fatigue un petit peu. Il y a un deuxième élément, c'est que on attend toujours de vous des réponses immédiates. Et donc, ça, c'est pas courant. Il n'y a que dans la situation de responsabilité, soit de président, soit de chef d'entreprise, où on attend ça. Et même peut-être plus de présidents que de chefs d'entreprise, parce que dans l'entreprise, il y a normalement une hiérarchie qui s'organise. Nous, la hiérarchie, on la grille au sens où on dit ah bah oui, mais c'est lui qui a été élu, c'est lui qui est en tête de gondole pour tous les sujets. Et c'est épuisant, c'est pas très efficace.
Et donc, mais c'est une réalité quand même. Et je dis ça de par mon expérience, mais aussi de par les échanges que j'ai eus avec les autres présidents. Il y a un troisième point en synthèse, c'est aussi la notion de responsabilité. Oui, c'est une responsabilité d'être président de fédération, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que personne n'assumera à votre place quand ce sera négatif. C'est-à-dire à chaque fois on dira bah non, c'est de la faute du président, bah, c'est lui qui a été élu. Bah oui, il y a une administration, oui, mais l'administration elle a fait que le boulot qu'on lui a dit, donc ce sera le président qui viendra. Donc ça peut être pesant. Et vous n'avez pas, en tant que président, vous n'avez pas dire attendez, mon administration elle ne fait pas le boulot, mon cadre technique il n'a pas fait, ceci, cela, vous ne pouvez pas accuser la planète entière. Comme vous êtes élu et vous êtes en tête de gondole, vous devrez assumer ça. Mais il y a vous êtes obligé d'assumer des choses qui ne sont pas assumables. Mais c'est un fait, c'est la responsabilité. Et puis enfin, je pense qu'il y a un élément essentiel de la fonction de président, c'est le rappel incessant à l'éthique, parce que si vous ne le portez pas, là du coup politiquement, si vous ne portez pas l'éthique dans tout ce que vous faites, eh bien inquiétez-vous pas qu'on vous proposera tous les jours de faire des petites dérives à l'éthique. Pour différentes raisons, parce que l'un a un intérêt à faire ceci, l'autre veut faire employer je sais pas qui, moi, lui-même ou bien son fils, et donc vous proposera des petits travers, etc. Et donc c'est important de savoir où on doit aller et de savoir tenir cette barre-là. Et puis peut-être un autre élément, mais ça c'est une considération peut-être un petit peu générale. Aujourd'hui, ce qui l'emporte toujours, je crois, c'est l'immédiat sur les aspects stratégiques. Donc il est très important de poser son plan stratégique, son projet, comme on disait en début. Mais à la fin du compte, à chaque fois que vous aurez une relation avec un demandeur quelconque, il vous dira moi je t'ai envoyé un mail hier, tu m'as pas répondu. Oui d'accord, mais des mails j'en ai reçu 200. Comment je peux répondre dans le temps que tu me donnes alors que j'ai reçu 200 mails? Et puis ah oui mais hier j'étais en réunion toute la journée, donc c'est pas 200 mails que j'ai à traiter, c'est 400, puisqu'il y avait 200 de la veille et puis 200 encore. Et donc c'est une difficulté, le fait qu'il y ait une exigence sur l'immédiateté. Et donc, c'est ça ce qui est organisé. Et je vous laisse respirer un peu. Et puis, voilà. En tout cas, c'est ma vision de la fonction de président pour les temps actuels. Juste en rebond par rapport aux sujets qui ont été évoqués, vous dire qu'on parlera management, notamment sur le module 7, plutôt en fin de programme, avec notamment un webinaire qui est dédié au management associatif, donc à la fois avec l'entrée salariée et l'entrée élue. Vous avez évoqué la communication, pareil, sur le séminaire de clôture, on fera un temps notamment sur la prise de parole en public pour vous accompagner sur ces sujets. Vous avez évoqué l'éthique, pareil, on aura un webinaire notamment sur la compliance pour vous sensibiliser sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est parfait, vous nous tendez pas mal de perches, James, sur des sujets qu'on retrouve en cours d'année. Et pareil, tout à l'heure, on évoquait la rémunération du dirigeant. On aura un webinaire en septembre avec Anne-Sophie, qui était là tout à l'heure et que vous retrouverez ce midi, où on pourra justement aborder le sujet de la rémunération des présidents. Donc voilà, donc c'est pas mal de perches qu'on retrouvera en cours d'année. Donc c'était parfait. Et si vous avez des questions, allez-y. Vas-y. Vous parliez un peu plus tôt de rivalité au sein d'associations sportives, notamment avec l'exemple entre le basket et le volley. Ça m'a beaucoup parlé parce qu'actuellement, notre ville va nous livrer un nouveau gymnase prévu pour octobre-novembre. Et le deal initial était de partager entre les deux sections. Nous, notre club, on s'était mis d'accord pour justement partager équitablement les créneaux, mais malheureusement, la mairie ne l'entend pas de ce côté-là et va donner 5 jours au basket et 2 jours au volley. Au niveau des clubs, les clubs sont à peu près de la même dimension avec des équipes à niveau national, le même nombre de licenciés. Après, je dirais notre petit plus, c'est que nous, on a plus de licenciés féminines que masculins, mais on a essayé beaucoup d'arguments. On n'arrive pas à mettre d'accord la mairie. Est-ce que vous avez des conseils pour justement mieux parler aux élus, savoir communiquer avec eux? Pas beaucoup de conseils sur ce sujet. Ce que je sais, c'est que tous les élus politiques adorent quand on a un contact direct avec eux. Donc, mais ça se travaille beaucoup. Alors, si vous êtes au très local, évidemment que. Alors moi, j'avais une formule pour ça. Tant que vous n'avez pas le 06 du maire, c'est presque mort. Alors, vous pouvez vous enlever maire, vous mettez président du conseil départemental, vous enlevez maire, vous mettez président du conseil régional. Mais tant que vous n'avez pas ça, c'est-à-dire l'interlocuteur décideur,
C'est toujours difficile. Après, il y a des contextes locaux. Et moi, je peux pas dire là-dessus, mais effectivement, c'est des situations qu'on trouve souvent. Les différents sports co qui s'affrontent sur l'équipement. C'est toujours sur l'équipement. Et puis aussi, les maires qui, avec leur administration territoriale, font, comment dire, ils traduisent ce qu'ils ont en tête. C'est-à-dire pour eux, pour certains, le basket, c'est très important. Mais pas le volley. Mais dans la ville d'à côté, ça sera peut-être l'inverse. Mais une fois c'est le basket, une fois c'est le volley, une fois c'est le hand. Et après, ils téléphonent au judo, à la gym et au tennis de table. Et donc, quand on vient, nous, ils nous disent, regardez le bel équipement qu'on a. Et vous voyez, le championnat du basket va de telle date à telle date, le ceci va de telle date à telle date, le ceci. Et donc, dans les trous, là, il faudrait que vous mettiez, si la fédération de gym voulait y aller, ou si la fédération de tennis de table voulait y aller, ou si la fédération de lutte ou de judo voulait y aller, ça nous arrangerait. En fait, ils nous parlent de commerce, ils nous parlent pas de sport. Et donc, je peux vous donner l'exemple. Non, je crois qu'il n'y a personne d'Orléans ici. Si. Donc, il y a une très belle salle de basket à Orléans, voilà, récente. Et donc, pourquoi il y a une belle salle de basket à Orléans? Parce qu'il y a un maire qui est fanatique de basket. On est d'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si une fois, si je crois que pour le match inaugural, ça a été rempli. Mais sinon, je crois que ça ne se remplira jamais. En tout cas, c'est mon avis à ce stade. Et donc, quand on a rencontré les gens là-bas, donc on se connaît par ailleurs, et donc on se rencontre, puis on leur dit, mais vous nous proposez de venir faire des compétitions de gym. Oui, donc évidemment que vous devez prendre le calendrier du basket et vous mettre dans les trous du basket. Vous pensez qu'on va organiser la gym dans les trous du basket? C'est une vision fausse. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est donc le palais des sports est fantastique, mais les agrès de gym ne peuvent pas rentrer. Vous pensez que je vais faire une compétition de gym en mettant que la moitié des agrès? À Orléans, exactement le même problème avec le patinage artistique. La salle, elle est magnifique, mais il manque 2 mètres de chaque côté pour faire rentrer une patinoire. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, quand je vous disais les aspects politiques, c'est la relation politique. Et la deuxième chose, c'est prendre le relais avec les services qui correspondent pour que lorsqu'ils font leurs études préalables, eh bien, on soit autour de la table à ce moment-là. Quand ça commence à être construit, c'est mort. C'est mort. Donc là, aujourd'hui, pour ce qui concerne un certain nombre de sports, à Orléans, c'est mort pour 40 ans qui viennent. Voilà, donc ça rebondit sur nos propos tout à l'heure est-ce qu'il y a eu un impact post-Jeux Olympiques? J'espère qu'il y aura un impact pour le basket à Orléans, j'en suis sûr même, mais pour le reste, ça va être modeste. Non, dites-moi votre réaction sur le basket. Moi, pour avoir vu plusieurs matchs de basket à Orléans, à chaque fois, c'était complet. Pardon? C'était complet, super. C'est super pour le basket. Mais c'est comment au-delà des dates occupées par le basket, et combien de matchs vous dites? Alors moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait les derniers pour l'éventuelle montée en Pro A d'Orléans Basket et les matchs de l'équipe de France. Non, mais donc, qu'on se comprenne bien. Moi, ce que je dis, c'est pas contre le basket. Ce que je dis, c'est pour les autres. C'est-à-dire, c'est quitte à ce qu'il y ait de l'investissement public sur les sujets, que ça aide un sport principal. Admettons, le basket est implanté depuis toujours. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais mon poste de cadre technique, c'était à Orléans. Je connais un petit peu quand même. Et donc, même si ça fait longtemps que je suis parti. Et donc, que le basket vive bien là-bas, c'est essentiel. Mais l'économie du lieu ne se fera qu'avec les autres. Et si on prend pas en compte les besoins des autres, il y a un problème. Bon, maintenant, je peux pas vous donner de solution, mais il faut aller au contact. On essaye, mais en fait, le maire ferme beaucoup les portes. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de passer par les adjoints, avoir du soutien de la ligue et tout, mais c'est un peu compliqué au niveau du maire. Donc, ça, si vous avez une petite astuce pour le toucher, mis à part le 06. Si déjà ils vous ont cassé le bras, si déjà c'est eux qui vous ont cassé le bras, on va éviter d'aller. Non, malheureusement, c'est un coéquipier. Non, mais j'ai pas de recette miracle, évidemment. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, j'ai fait la tournée des différents territoires. Avec les gens qui sont élus localement, on a été toujours en contact
des maires correspondants, des présidents de conseils départementaux et des conseils régionaux correspondants, pour créer du lien avec eux, pour qu'ils comprennent un peu mieux notre discipline. Parce que vous savez, il y a des sports qui sont connus. Oui, le foot est connu, oui, ceci, cela. Donc tout le monde pense que tous les sports sont comme le foot, ce qui n'est évidemment pas vrai. Et puis des sports comme la gym, qui ont des fois bonne réputation, puis d'autres fois moins bonne, eh bien, on est ignoré. Les gens ne savent pas ce que c'est. Et comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y a plusieurs disciplines, eh bien, l'un ou l'autre, celui qui a fait les barres parallèles dit oui, je sais ce que c'est la gym, mais en fait, il ne sait pas qu'il y a de la gymnastique rythmique, de l'aérobic et de je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a que le contact direct qui peut contrer ça, mais ça s'inscrit dans le temps, malheureusement. Et puis, dans une situation française qui est quand même difficile aujourd'hui, avec les finances des collectivités territoriales. Oui. Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez, les interactions qu'il y a entre les différents sports. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des créneaux à la fois sur les entraînements et sur les compétitions. Je pense que vous avez bien vu ça les dernières années pour les finales nationales en gymnastique. Là, il va y avoir des élections municipales l'année prochaine. Et je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où ils sont en train de faire des conventions, justement, où il y a des bonnes ententes pour essayer d'avoir des créneaux pour les prochaines compétitions. Par exemple, sur le Grand Est, là, ils étaient en train de discuter à nouveau pour s'engager sur les 4 prochaines années, parce qu'ils savent pas ce qu'il va y avoir avec les prochaines équipes municipales. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et en fonction des personnes à la tête des municipalités, on peut avoir tout l'un ou tout l'autre. Donc, ça se travaille. Et des fois, on repart de zéro à chaque fois. On sait pas ce qu'il y a, mais c'est pas évident. Et même des fois avec des bons arguments, quand il y a une culture et des bonnes relations avec certains clubs, même si on dit on va avoir un week-end de 3 jours de compétition, qu'il va y avoir de la billetterie, qu'il va y avoir des chambres d'hôtel, des repas, si le club phare de la région ou de la ville, il est sur une ligue assez élevée et qu'il a ses créneaux, des fois on va beau avoir discuté, on n'arrivera jamais à avoir ce qu'on voudra, même avec des arguments. Quand vous dites, quand tu dis avec des arguments, en fait, les arguments techniques, effectivement, ils ne valent pas grand-chose face aux arguments politiques. C'est-à-dire l'adjoint au sport ou le maire, s'ils ont envie de faire une salle de judo parce qu'ils aiment le judo, eh bien, il n'y a rien qui les empêchera de faire ça. Mais par contre, le fait de faire un dojo important empêchera de faire une salle de tennis de table correcte. Et donc, parce que sur les budgets municipaux, ils sont assez limités malgré tout. Et encore plus aujourd'hui. Donc, c'est pas très, comment dire, optimiste ce que je dis ici, mais c'est un combat de chacun et de chaque jour. Et là, on est sur une réflexion globale et générale et tout ça, et c'est très important. Mais à la fin du compte, au trait local, on est en concurrence aussi. Concurrence sur les équipements, concurrence sur le nombre d'enfants, concurrence sur différentes choses, sur l'économie locale. Il faut juste en être conscient. Et là, je vous ai assommé complètement. Oui, pardon. Je ne sais pas si c'est le moment de partager peut-être une bonne pratique et pour être un peu plus positif du coup. Dans ce genre de cas, ce qu'on fait nous côté squash, c'est qu'en fait, on parle pas tant de l'aspect technique, mais en fait, on va créer un événement sur place. Alors là, c'est dans le cadre de la création d'une structure, donc c'est un peu plus délicat. Mais s'il y a d'autres structures, c'est inviter, en effet, les élus. S'il faut, en effet, le maire. Mais c'est inviter aussi, par exemple, d'autres acteurs locaux qui sont entre guillemets copains avec cette personne-là aussi, et en faire un événement partenarial. Pour qu'il y ait des discussions autres que le sujet principal, parce que en fait, ça va amener aussi d'autres discussions et tu vas garder en mémoire cet événement-là, tu vas dire ah oui, c'était dans le cadre de cet événement pour ce sport-là, ils sont en train de faire ça, ils sont super, ils ont une bonne volonté, etc. Et après, tu restes en tête pour les discussions et les décisions. Et c'est vrai que nous, on a eu quelquefois gain de cause en organisant ce genre d'événement, et en plus c'est bénéfique pour tout le monde, tu crées d'autres partenariats, et c'est vrai que ça nous a pas mal aidé, nous. Voilà. Merci pour cette remarque. C'est amener du business et amener de la politique sur le sport. Et effectivement, le maire
Évidemment que chaque maire est différent, mais il aime bien quand on lui apporte de la population et quand on lui apporte du business. Oui, on va prendre les 2 dernières questions. Je m'excuse, de toute façon, James reste avec nos repas, donc on pourra aussi creuser les sujets à ce moment-là. Vas-y. Donc oui, pour un peu sur les sujets des bonnes pratiques, moi-même je suis conseillère municipale et conseillère d'agglomération, mais dans l'opposition. Donc autant te dire que quand il va falloir discuter avec le maire, c'est très dur. D'ailleurs, il est ancien président d'un club de basket, donc le basket est très bien loti en subvention. Bon, c'est comme ça. Les élections approchent, voilà. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est du coup déjà les échecs. C'est difficile de se faire reconnaître malgré l'apport citoyen qu'on peut apporter, les bienfaits dans les écoles, etc. Et en fait, nous, au club local, on est très implanté sur le territoire malgré eux. Et par exemple, on s'est mis dans les instances telles que l'OIS, Office intercommunal des sports. Donc actuellement, notre président du club est président de l'Office intercommunal des sports. Donc ils sont obligés de reconnaître l'existence. Et en fait, à force de t'implanter dans plein de... Peut-être le domaine politique, justement, ça va s'imposer à eux, quoi. Ils vont plus pouvoir t'ignorer, en fait, finalement. C'est difficile. Bon, on vit pas toujours des moments faciles, notamment dans l'opposition. Quand j'entendais le podcast qu'on a pu avoir dans la formation Guyenne, peut le vivre au quotidien, effectivement. Mais du coup, en fait, en faisant ça, tu vas forcément avoir plus. Et c'est difficile parce que c'est un monde que nous, sportifs, on connaît pas beaucoup, finalement. Mais c'est très politique. Et, effectivement, il faut s'intégrer pour d'autres choses. Nous, on a accueilli des finales nationales en disant, vous voyez, là, on apporte du pouvoir économique. Les gens viennent. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi que vous nous donniez une salle ou que vous nous prêtiez X euros pour un grand événement, quoi. Il faut des fois un peu de forcing malgré les instances politiques pas toujours OK. Il y a deux remarques. La première, c'est vous disiez être conseillère municipale d'opposition. La question, c'est plutôt comment vous ferez quand vous serez de la majorité. La deuxième, c'est les événements, comme elle indiquait à l'instant, les événements sont un support finalement de communication, ou de pression ou d'influence. Ça, c'est une évidence. Par contre, là aussi, on est en concurrence. C'est-à-dire que si vous avez en face un club de foot professionnel, un ceci, un cela, eh bien votre tournoi de squash, il peut être soit rien du tout, soit très important. S'il n'y a pas d'autres organisateurs, eh ben on va dire c'est le super show, c'est le super truc, etc. Il y a beaucoup d'investisseurs privés, etc. Mais si par contre s'il y a d'autres organisateurs, on va dire avec ton petit truc de squash là, bon, c'est bon. Donc c'est relatif, mais c'est pourquoi je dis il faut qu'on prenne ça en compte. Nous, il faut qu'on s'occupe de notre sport, et c'est notre histoire commune à tous. Notre sport, c'est important. Par contre, ce que j'essayais de décrire dans mon parcours personnel, c'est le fait d'avoir travaillé pour l'État, le fait d'avoir travaillé pour les collectivités territoriales, et le fait d'avoir travaillé pour la fédération, finalement dans une logique privée, enrichit le parcours et la compréhension de notre monde sportif. Si on ne comprend qu'une facette, moi, ça me semble difficile aujourd'hui, et comme on indiquait à l'instant, aller se battre sur un gymnase quand on ne connaît pas les financements qui viennent d'ici et de là, c'est un petit peu compliqué quand même. Oui, bien sûr, on peut donner les dimensions du terrain et les dimensions, la largeur des lignes, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pourquoi j'insistais sur le fait que le rôle de président, c'était un rôle politique. Alors là, je parlais de président de fédération, mais président de club, c'est un rôle politique aussi. Ça me semble totalement assimilable. Si on a terminé là-dessus, je voulais revenir sur... Pardon. C'est sur un autre sujet. Enfin, tout à l'heure, vous disiez, en tant que président, vous avez beaucoup de poids sur les épaules. Et on sait qu'il y a eu des divergences dans la FFG il y a quelques années. Et sur les réseaux, vous avez beaucoup été remis en cause. Donc là, le sujet, c'est pas ça. C'est justement vous, comment vous avez réussi à gérer ça de votre côté en voyant tout ce qui pouvait passer sur vous sur les réseaux, que les gens ne savaient pas. Enfin, vous dénoncez vous parce que vous êtes le président, mais ça se trouve, vous n'aviez pas toute la responsabilité, etc. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est le monde qui change. Le monde qui change, c'est
Vous savez, non, peut-être vous êtes trop jeune pour savoir, mais auparavant, on disait c'est la ligne hiérarchique, et puis on envoie un courrier par la voie hiérarchique, donc on part du club, puis on l'envoie au département, le département l'envoie à la région, puis la région l'envoie à la fédération, puis ensuite la fédération réfléchit, et puis va répondre par la même voie, et tout ça. Donc le circuit, ça dure 3 mois. Donc tout le monde est apaisé, hein, ça c'est sûr. Ça va pas vite, mais tout le monde est apaisé. Aujourd'hui, comme j'indiquais tout à l'heure, celui qui se pose une question, il fait un mail tout de suite et il exige une réponse tout de suite. Sauf que ça ne va pas avec le système. Il y a des instances, alors soit on grille tout le monde et on devient le dictateur du truc, soit on repasse par les structures et chacun répond à sa vitesse et à son moyen et avec son niveau de réflexion. Et à ce moment-là, il y a un décalage qui se fait dans le temps. Alors aujourd'hui, évidemment que vous savez ça comme moi, les réseaux sociaux accélèrent tout. Ils accélèrent tout, ils accélèrent la vérité, ils accélèrent aussi les choses fausses. Au bout d'un moment, évidemment que j'ai eu cette réflexion-là, quand les uns et les autres disent des choses, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, mais vous, c'est pareil. Si on vous dit, je sais pas quoi, vous êtes trop petit, vous êtes trop grand, vous êtes trop gros, vous êtes trop riche, vous n'êtes pas assez riche, vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez derrière refaire un truc. Donc, continuer à parler, continuer à baver, continuer à... Et donc, évidemment qu'il y a des gens sincères, et évidemment qu'il y a des gens pas sincères, évidemment. Mais donc, aujourd'hui, moi, je pense, mais tous les ans, quand on approche des élections municipales, on en parlait un instant, on dit, oula, il y a beaucoup de maires qui vont pas repartir sur les mandats. Sur les fédérations, c'est un petit peu la même chose quand même. À chaque fois, les questions se reposent en disant est-ce que je repars? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de repartir? Est-ce que c'est pas un peu trop pénible, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, très satisfaisantes, mais c'est la même chose en président de club. Si vous faites tourner votre club avec toute la générosité dont on parle depuis ce matin, mais si vous avez et c'est arrivé dans la gym, c'est arrivé. Il y a une famille particulière d'un club qui se met à allumer le président parce que ceci, parce que cela, que ses convictions sont pas les mêmes, et ils embarquent la moitié du club contre le président. Au bout d'un moment, vous dites, tenez, voilà les papiers, et puis débrouillez-vous avec le club. En tout cas, ça peut être une tendance. Ou alors, vous pouvez avoir aussi la remarque inverse et dire, non, précisément comme c'est injuste, je vais continuer à me battre pour avancer. Mais j'ai peur qu'on doive... en tout cas, moi, ça a été mon comportement. J'ai bien compris d'où venaient les attaques et le manque de justification qu'il y avait. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, moi, je ne m'attends pas à ça parce que j'ai autre chose à faire. Donc, voilà. Je voulais revenir. Pardon. J'avais à peu près la même question. Mais vous dites, le monde, il change. Et il y a beaucoup de vices du passé qui arrivent aujourd'hui. Vous, ça fait 12 ans que vous êtes présidente de la fédération. Et ce qui s'est passé avant votre présidence, en fait, ça vous revient à votre responsabilité. Quel conseil vous avez pour nous qui sommes les futurs dirigeants d'après? Comment on peut se préparer parce que ça va nous arriver, je pense aussi, puisque le monde change, les pratiques changent, tout ce qui est femmes, hommes, les pratiques, etc. Ça change. Comment on peut se préparer nous à ça va nous arriver, je pense aussi des choses comme ça. Donc, comment vous y êtes arrivé? Comment vous vous préparez en tout cas, moi j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé d'identifier. D'abord, j'ai toujours considéré depuis le départ que son parcours, c'était soi-même qui construisait son parcours. C'est pas, on n'attend pas qu'il y ait une formation à l'université ou une formation ici et là, même au CNESF, on n'attend pas ça. On prend ce qu'il y a à prendre, mais c'est soi-même qui construisons notre propre parcours en fonction des besoins qu'on identifie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moi j'ai considéré que les acteurs principaux, c'était la fédération, l'État, les collectivités, puis ensuite le privé. Et donc, j'ai essayé de me dire à moi-même, je vais essayer d'être armé sur la compréhension de ce que fait l'État, sur la compréhension de ce que les collectivités font. Évidemment, le système fédéral, c'était là d'où j'étais parti. Et puis ensuite, le secteur privé. Peut-être que dans le squash, par exemple, les mêmes facteurs, ils vont peut-être être inversés. Parce que le squash, le secteur privé, me semble plus important que dans la gym, par exemple. Donc, après, à chacun d'identifier les facteurs clés. Mais ils sont quand même autour de ça. Si aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, si on ne comprend pas comment fonctionnent les collectivités,
là, je pense que c'est quand même un manque très important. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, nos amis de l'État ne comprennent pas très bien et n'admettent pas, c'est plutôt ça, parce qu'ils sont largement capables de comprendre, mais n'admettent pas la logique des territoires. C'est mon point de vue. Encore une fois, mais voilà, en tout cas, ces points d'appui, État, collectivité, système fédéral, puis secteur privé, moi, me semblent être les quatre piliers sur lesquels il faut être au clair quand même. Et si on est, ce qu'on disait tout à l'heure sur la loi 1901, oui, c'est une loi, bah, il y en a plein d'autres, hein, des lois. Mais si celle-ci, on ne comprend pas que c'est une loi de liberté, que c'est une loi de créativité, eh bien, à ce moment-là, on reçoit des injonctions des uns et des autres. Oui, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ben, à ce moment-là, vous êtes cadenassé, et puis vous n'inventez rien du tout. Et pour autant, la mission qu'on a comme président d'une association ou d'une fédération, c'est de créer des choses, c'est d'avancer, c'est d'emmener les gens. C'est pas pour soi-même qu'on doit le faire. J'ai revendiqué ça tout à l'heure. C'est pour le groupe. J'espère avoir répondu un peu à votre question. Puis il y avait une autre question, je crois. Oui, moi j'avais une question par rapport à votre parcours. Donc nous, on fait cette formation pour prétendre avoir des postes à responsabilité au sein d'instances fédérales. Donc un jour, on va être amené à remplacer donc des présidents, que ce soit de comité, de ligue ou de fédération. Comment s'est passée votre prise de poste? Est-ce qu'il y a eu une passation? Est-ce que vous avez été formé en amont pour devenir président ou... Voilà. Alors j'essaie d'être synthétique. Comme je dis, mon parcours, il a été dans la fédération tout le temps, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant. Simplement, les étapes que j'ai pu faire entre le club, l'État, les collectivités, m'amènent à un certain nombre à une orientation, disons. Et à un moment, je me suis senti capable de le faire. C'est-à-dire, c'est la confiance dont on parlait tout à l'heure. Voilà, si vous dites, oh là, je suis pas au clair sur ce sujet, pas au clair sur ce sujet, pas au clair sur ce sujet, mais j'ai des grandes ambitions, j'ai peur que ça marche pas. D'autant que moi, je revendique le fait de ne pas avoir d'ambition du tout, hormis des ambitions collectives. Mais je suis un peu singulier dans le décor. Voilà. Après, j'ai eu la chance, je vais vous passer les détails, mais j'ai eu la chance de faire le DESS, on disait, donc le Master 2, au Centre de droit et d'école du sport de Limoges. Ça a changé ma vision. C'est-à-dire que ça m'a amené un certain nombre d'informations complémentaires, ou de formations complémentaires sur les aspects économiques et juridiques spécifiquement du sport. C'est-à-dire toutes les choses que j'avais accumulées dans mes différentes fonctions antérieures, elles n'étaient pas aussi structurées qu'à la sortie du master, évidemment. Donc ça m'a aidé beaucoup. Et à un moment, donc à la fin du master, je me suis dit, ça serait possible. Voilà ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, moi, j'ai pas l'ambition de ça. Et simplement, on est venu. Bon, la fédération était en crise à ce moment-là, et donc la question s'est posée de qui allait y aller. Voilà. Donc, voilà, on était quelques-uns autour de la table, et puis moi, je faisais partie des potentiels. Et à un moment, on peut dire, bon, bah, écoute, moi, j'y vais pas parce que je me sens pas bien. Mais à un moment, moi, je me suis dit, je peux y aller. Si ça aide tout le monde, j'y vais. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais encore une fois, moi, je revendique ça. J'ai jamais eu l'ambition d'être président de fédération. Et je pense que c'est très bien comme ça. C'est l'opportunité qui fait quand on voit dans notre sort du sport, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui parlent des élections présidentielles, non pas les prochaines, mais encore les suivantes, je me dis, disons, comment ils sont animés par une ambition personnelle très forte. Je ne sais pas quelle est la réalité de ça, mais en tout cas, alors moi, je ne suis pas animé par ça. Par contre, ça m'intéresse de voir que ma fédération progresse, de voir comment elle progresse avec les gens, etc. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas de... ça chipote pas un peu. Mais voilà. Je pense que ce qui est important, c'est c'est ce que je voulais dire finalement tout à l'heure, un peu l'expérience, la connaissance restructurée de l'expérience,
qui vous permet à un moment d'avoir suffisamment confiance pour dire je peux être la bonne personne. En conclusion de cette riche masterclass, s'il y a une idée sur laquelle vous l'appuyez ou un conseil particulier que vous voudriez donner à ces jeunes dirigeants. Alors, je vais répondre à ça et je reviens une seconde sur la rémunération des dirigeants. Puisque finalement, tout le monde est présent ici en disant à la fois je suis bénévole et en même temps en ayant une arrière-pensée en disant ouais, mais si je pouvais être professionnel pour faire la même chose, ça serait mieux. Donc ça fait partie du débat. C'est jusqu'où on est bénévole et à partir de quand on devient professionnel et à quelles conditions on devient professionnel. Moi, ce que je crois, c'est que l'activité bénévole, c'est une activité, c'est ma conviction, secondaire. C'est-à-dire que, je crois que c'est vous qui disiez, je travaille à l'hôpital et puis après, je suis bénévole. Elle disait, l'intervenante précédente, je suis psychologue et puis après, je fais le reste, même si ça semble prendre beaucoup de son temps. Moi, je crois à ça. Après, évidemment, et c'est là le point de bascule, c'est si la fonction de bénévole devient tellement importante en temps et en engagement qu'à un moment, soit ça vous remet en danger vis-à-vis de votre boulot, et donc ça, c'est pas très sain, ni pour le boulot, ni pour la personne qui exerce sa fonction bénévole. Mais toutes les fonctions bénévoles n'ont plus vocation à devenir des métiers. Et donc là, après, ça se discute dans chacune des structures. Moi, ma conviction, c'est que pour ce qui concerne les fédérations, aujourd'hui, la loi 1901 nous permet de rémunérer 3 personnes, et 3 personnes seulement. Alors vous imaginez, dans une fédération moyenne comme la nôtre, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent. Alors, bien sûr, il y a les pros qui sont totalement pros, il n'y a pas de problème, mais dans les élus, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent. Et ces personnes-là, on leur dit, ah non, toi, tu ne seras pas rémunéré. Toi et toi, c'est bon, mais toi et toi, non. Enfin, moi, ça me semble injuste. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une évolution là-dessus et que toutes les personnes élues au niveau national soient rémunérées. Alors, pas à hauteur d'un salaire complet, etc. Donc après, les modalités et les montants, c'est autre chose. Mais moi, je pense que ça serait une avancée assez importante. Et c'est pas avec l'idée de tuer le bénévolat qui me semble être une dynamique majeure dans notre pays et historique. Après, sur aujourd'hui, je attire votre attention là-dessus. On dit les fédérations, ceci ou cela. Mais les fédérations, il y a tellement d'écarts entre les fédérations. Quand on parle de la fédération de foot et la fédération de, je sais pas comment ça s'appelle, la balle au tambourin ou je sais pas quoi. Donc, c'est des fédérations qui sont affiliées au CNOSF. Mais quel rapport y a-t-il entre l'une et l'autre? Que l'un a beaucoup d'engagement, a les moyens de rémunérer, et je suis pas sûr qu'il y soit d'ailleurs, le président du foot actuel, je ne sais pas en tout cas, mais peut-être que le président du tambourin, peut-être qu'il mériterait d'être rémunéré, mais c'est sûr qu'il n'en a pas les moyens. Donc, si vous voulez, il faut jamais, de mon point de vue, il faut faire là aussi de la distinction, c'est-à-dire toutes les fédérations ne sont pas identiques, mais comme tous vos clubs ne sont pas identiques, et certains peuvent se permettre de rémunérer et d'autres pas. Mais moi, j'ai vu, dans mon expérience de président, j'ai vu ça. Beaucoup de gens venaient vers moi, des gens des clubs, en disant c'est sympathique, machin, t'es élu, c'est parfait. Et puis la question finale, c'était est-ce que tu as un boulot pour moi? On ne peut pas embaucher la planète entière. C'est une évidence. Donc là, la limite entre le bénévolat et puis la fonction rémunérée, c'est un petit peu compliqué. Juste pour terminer, je voulais vous dire simplement que c'est vous qui représentez l'avenir du sport en France. Donc ça, c'est extrêmement important de mon point de vue. Mais pour être un bon dirigeant, de mon point de vue, encore une fois, restez humble. Ce que vous êtes aujourd'hui, restez humble toujours. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres gens qui travaillent dans le sport et qui connaissent les choses autant que vous, peut-être sur certains sujets mieux que vous, mais en tout cas, écoutez-les toujours. La deuxième chose, c'est, moi ce que je crois, c'est si on veut des dirigeants, de l'époque, il faut que ce soit des dirigeants cultivés au sens d'avoir étudié les choses et expérimenté, c'est-à-dire d'avoir mis les mains dans le cambouis. Si vous avez demain un universitaire qui vient dans votre club et qui vous dit bon, moi je suis prof en STAPS et tu vas voir, je vais te dire ce qu'il faut faire,
Moi, je vous dis, soyez méfiants. Voilà. Si vous avez le même gars qui vous dit, moi j'ai fait de la gym depuis toujours, tu vas voir, je sais tout et tout ça, c'est aussi mauvais. Et par contre, si vous avez un gars qui a fait de la gym et puis qui recoupe avec les universités ce qu'il a fait, etc., peut-être que ça peut être intéressant. Et puis, moi, c'est mon credo, penser plutôt ambition collective qu'ambition individuelle. Et puis surtout, essayer d'être visionnaire, c'est-à-dire pas de penser aujourd'hui. Aujourd'hui, votre préoccupation, c'est quelle place je peux faire, quelle place je peux me faire ou avoir aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut penser au projet de demain et après-demain, comment ça va se faire et quelle créativité vous pouvez ajouter à ce qui se fait dans votre fédération ou dans votre club. Qu'est-ce que vous pouvez amener de plus? Et moi, c'est ça ce qui est important. Tout peut être intéressant, c'est à vous de le construire. Merci les amis. Merci beaucoup.